Au moins 500 000 personnes cet après-midi à Versailles. Les partisans de l'école privée ont donc répondu en masse à l'appel de leurs organisations pour ce dernier rassemblement. Plusieurs personnalités de l'opposition étaient présentes dans le cortège, mais aucun discours politique n'a été prononcé. Quant à l'intervention des responsables du mouvement, elle était placée sous le signe de l'apaisement. Claude Cheysson à Beyrouth, le chef de la diplomatie française, a rencontré le président Gemayel. Il n'y a plus aujourd'hui de véritable force multinationale à Beyrouth, affirme M. Cheysson, qui devait également rencontrer les représentants des communautés musulmanes du Liban. Isabelle Adjani et Coluche, vedette des Césars 84, tandis que du côté des films, c'est le doublé avec le sacre ex aequo du bal d'Ettore Scola et de À nos amours de Maurice Pialat. Pour la première fois, les jurés ont été incapables de départager les deux films. Enfin, Thierry Vigneron, toujours plus haut. Le perchiste français a établi cet après-midi la meilleure performance mondiale en salle. Il a franchi 5,85 m. Vigneron est déjà recordman du monde de la spécialité en plein air avec un bond de 5,83 m. Voici l'exploit de Thierry Vigneron. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous reviendrons tout à l'heure sur cet exploit magnifique de Thierry Vigneron. Mais l'événement le plus marquant de ce week-end, c'est bien sûr la gigantesque manifestation des partisans de l'école privée à Versailles. Un succès incontestable puisqu'il y avait au moins 500 000 personnes cet après-midi dans les rues de Versailles. Un rassemblement parfaitement organisé et qui s'est déroulé dans le calme comme l'avaient souhaité les organisateurs. Tout de suite, le reportage de nos envoyés spéciaux François Cornet et Dominique Laury qui ont suivi cette très impressionnante manifestation. Avenue de Paris à Versailles cet après-midi, 16 h. Les 4 cortèges, partis de différents points de la ville, se regroupent place d'Armes devant le château pour remonter vers le podium où seront prononcées les allocutions. Une nouvelle démonstration de force des défenseurs de l'enseignement libre qui auront réuni en 5 manifestations depuis le 22 janvier à Bordeaux 1,5 million de personnes. Ils étaient entre 550 et 600 000 aujourd'hui à Versailles, selon la police, 800 000 selon les organisateurs de ce rassemblement. Ciel bleu de printemps, thème liberté, sur toutes les banderoles, sur tous les badges. Les premiers cris de la République. Une interdiction. De très nombreuses personnalités politiques de l'opposition à cette manifestation qui ne prendront pas la parole et se refuseront à toute interview. Une manifestation encadrée par 3000 hommes des associations de parents d'élèves. Une consigne à tous les manifestants, pas de provocation. Parents d'élèves enseignants, élèves, chefs d'établissement ou simples sympathisants, ces manifestants étaient venus de toute l'île de France, bien sûr, mais également de l'ouest, du nord et du centre. Que représentait pour eux cette journée? Ils répondent à Dominique Laury. Cette journée représente pas seulement une lutte pour la liberté de l'enseignement, mais une lutte, à mon avis, pour la liberté tout court. Car la liberté de l'enseignement, c'est la première de toutes les libertés. J'ai retiré mes enfants de l'enseignement public il y a maintenant 3 ans, considérant que dans l'enseignement public, il n'y avait plus toutes les garanties suffisantes pour assurer un fonctionnement normal du service. Ce n'est pas en supprimant l'enseignement privé que vous allez donner de la qualité à l'enseignement laïque. Essayons que l'enseignement laïque se mette au niveau de l'enseignement privé et non pas par des arguments aussi fallacieux que ceux du budget ou de l'économie. Chacun paye ses impôts et chacun a le droit effectivement d'envoyer ses enfants à l'école où il le veut. Et que les parents qui mettent leurs enfants dans l'école privée paient 2 fois l'impôt, monsieur. Ils paient pour l'enseignement public et ils paient aussi pour et ils repaient pour l'enseignement privé. Alors quand on dit que l'on vole les finances publiques, ça n'est pas vrai. Défense de l'enseignement privé, affirmation du libre choix des parents, bref, des réflexions axées principalement sur le débat éducatif. Mais également, plus rarement il est vrai, des propos plus politiques. Les catholiques français commencent à prendre conscience que par les temps qui courent, nous risquons de nous retrouver bientôt dans la même situation que les catholiques polonais. Alors nous avons la même réaction qu'eux et notre détermination est farouche. On en a marre de Mitterrand et de sa chienlit. Ce qu'on veut, c'est la liberté. En fait, éviter le dérapage politique était le grand souci des organisateurs. Car avec les parents d'élèves se mêlaient des parents militants, des personnalités politiques. Ici, Jacques Chirac, Michel Debré, Bernard Ponce, entourés d'un grand nombre d'élus RPR, UDF et radicaux valoisiens. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des risques. Chaque fois qu'il y a des groupes, il y a des hommes politiques qui étaient dans notre défilé.
Mais ce que nous voulons, c'est qu'ils ne prennent pas parti en la matière, car nos parents, et ils m'écrivent, sont socialistes, sont d'autre bord, peu importe. Ce qui les unit, c'est leur responsabilité de parents. Et c'est sans doute pour cette raison que seuls ont pris la parole le président des parents d'élèves de l'enseignement libre, le secrétaire général de l'enseignement catholique et Monseigneur Lustiger, cardinal archevêque de Paris. Vous n'êtes pas toute la France, mais ce soir, toute la France peut se reconnaître en vous quand vous tenez le respectueux langage de la tolérance et du pluralisme. Non, personne en France ne peut vouloir une guerre scolaire. La guerre scolaire se nourrit d'idéologies dont l'intolérance, je l'espère, appartient au passé, car l'intolérance n'engendre aucun avenir. Aujourd'hui, grâce à notre diversité, nous devons réconcilier la nation avec elle-même au nom de son bien commun. Journée de mobilisation de masse, mais également journée de contraste. D'un côté, dans la foule, des propos hostiles, très durs, à l'égard d'Alain Savary et de sa politique, mais également des critiques violentes à l'égard du gouvernement. Tandis que du côté de l'enseignement catholique et de l'épiscopat, des propos modérés, une réelle volonté de dépassionner le débat. Alors précisément, on vient de le voir avec Monseigneur Lustiger, les responsables du privé semblent souhaiter un compromis avec le gouvernement. Mais on sentait aussi, Paul Amar, une très forte mobilisation à la base aujourd'hui à Versailles. Écoutez, les chiffres sont éloquents, 600 à 700 000 personnes, aucun parti de l'opposition n'avait réussi depuis 1981 à mobiliser autant de monde. C'est donc un succès incontestable et préoccupant pour le gouvernement qui se trouve aujourd'hui sur la défensive et qui a dû être impressionné par 3 images. Première image, cet immense calicot avec un seul mot, liberté. Les partisans du privé ont ainsi réussi à accréditer l'idée que le gouvernement, malgré les mises au point récentes, il faut le dire, allait obliger tous les parents à envoyer leurs enfants dans une seule et même école, l'école publique. Deuxième image, tous ces prêtres à Versailles, calmes mais déterminés. Traduction politique, ce débat sur l'enseignement opposerait les catholiques aux agnostiques, la religion à la gauche athée. Troisième image enfin, Jacques Chirac, Michel Debré, Jean-François Deniau et d'autres personnalités de l'opposition en tête du cortège. Ils n'ont pas dit un mot, mais ils étaient là. Les manifestants ont sans doute apprécié. 3 images fortes qui peuvent avoir un certain impact auprès des téléspectateurs, surtout catholiques, et qui peuvent constituer un handicap pour le gouvernement. Celui-ci pourrait avoir la tentation, en guise de réaction, d'inciter les laïcs à mobiliser à leur tour. Mais il prendrait un risque considérable. La France serait pour longtemps divisée en 2 camps, passionnés et intraitables. C'est un risque dont le chef de l'État est, semble-t-il, conscient. Encore faut-il pouvoir l'éviter, ce risque? Eh bien, en donnant satisfaction aux 2 camps à la fois, la voie est étroite, mais Pierre Mauroy s'y est employé dès aujourd'hui. La cohabitation est possible, a-t-il dit à Combray, voilà pour le privé. L'enseignement public, trop longtemps calomnié, est remarquable, a-t-il ajouté, voilà pour les laïcs. Et chacun, a-t-il conclu, doit faire un pas vers l'autre. On va voir si cet écuménisme partagé par Monseigneur Lustiger va porter ses fruits cette semaine. Les responsables espèrent parvenir à un accord et feront tout pour que ce débat ne se transforme pas en un affrontement entre 2 intégrismes. Ce serait tout de même anachronique aujourd'hui. Voilà, vous venez de parler de la réaction de Pierre Mauroy, il y a aussi celle de Robert Badinter. Le garde des Sceaux était l'invité de RTL tout à l'heure. Il a déclaré qu'il trouvait plutôt sympathique que des milliers de personnes descendent dans la rue pour témoigner de leur attachement à une cause. Ce qui importe pour Robert Badinter, c'est qu'en démocratie, on puisse manifester. Le garde des Sceaux estime que l'on se dirige vers l'apaisement. Il demande que l'on n'oublie pas ce qu'a été l'école laïque dans la République. La situation après la manifestation de Versailles, ce sera le thème du débat dans notre dernier journal aux environs de 23 h. Jacques Séguy recevra Frère Philippe, qui est directeur du collège de Passy-Buzinval à Rueil-Malmaison. Il sera opposé à Claude Gau, qui est directeur de la rédaction de Témoignages chrétiens.
Le Liban maintenant, avec la suite du voyage de Claude Cheysson. Le ministre français était à Beyrouth ce matin. Il a rencontré le président libanais, M. Amin Gemayel. Le sort des soldats français toujours présents à Beyrouth était, semble-t-il, au cœur des discussions. Et à sa sortie, M. Cheysson devait déclarer qu'il n'y a plus de force multinationale à Beyrouth. Il y a une force nationale étrangère, c'est-à-dire les soldats français. Et ce dispositif n'est pas suffisant. Ce sont les termes de M. Cheysson. Le récit de cette journée avec nos envoyés spéciaux au Liban, Jacques Abouchard et Patricia Coste. C'est donc à bord d'un hélicoptère qui avait décollé du porte-avions Clémenceau que M. Claude Cheysson est arrivé dans le port de Beyrouth. Son premier geste officiel a été de passer en revue un détachement de soldats français basés dans le port. Et après cette prise de contact avec le contingent français, le ministre s'est rendu au palais de Babda où l'attendait le président Gemayel. 1h30 d'entretien avec comme sujet principal le prochain retrait des 1200 soldats français de Beyrouth. Les décisions précises, nous les prenons en consultation avec les Libanais, a dit M. Cheysson, qui reverra en principe demain le président Gemayel. Nous, Français, sommes aux côtés naturellement du Liban, du président du Liban, et nous voulons savoir ce que ça signifie pratiquement. Notre colonie française, qui est très importante ici, et qui voudrait bien rester, et sans qu'elle appartient au Liban, a besoin aussi d'être convaincu que le gouvernement français travaille à l'appui et au contact avec le président du Liban. Quittant la présidence, puis franchissant le passage du musée ici, Claude Cheysson a tout d'abord pris des risques importants, car même en voiture blindée, le ministre français n'est pas à l'abri d'un tir de bazooka anti-char, arme utilisée quotidiennement par les miliciens. Les obus percent le blindage des chars, alors celui d'une voiture n'y résiste pas. Mais en plus du risque, la traversée d'est en ouest a permis au ministre de souligner le rôle du contingent français, qui est l'unique responsable du seul passage dit du musée. Un coup de chapeau. Ensuite, après 500 mètres de no man's land inquiétant, c'est l'Est et l'opposition au régime. L'Est avec les milices chiites et druzes qui protègent l'envoyé français comme s'il s'agissait d'un de leurs responsables. Car de ce côté-ci de Beyrouth, les risques de servir de cible sont encore plus grands, même si Nabi Berri a donné des ordres. Un attentat n'est pas à exclure. La djihad islamique, l'organisation Guerre Sainte, a ses sympathisants dans ce secteur. Pour le ministre, passer à l'Est, c'est démontrer que les chiites et les sunnites ne sont pas les laissés pour compte des entretiens franco-libanais. Est-ce que le président vous a demandé de rester? Est-ce que le président Gemayel vous a demandé? Nous en parlerons. D'abord, je n'ai pas fini mes rencontres avec les Libanais. Cet après-midi, vous avez peut-être remarqué que j'étais accompagné d'un personnage étoilé, oui, l'amiral Brusson, qui a cet après-midi des contacts. Je dois voir mon collègue libanais ce soir, demain matin. Il est très probable que je reverrai le président demain. Ah oui? Oui. Donc, nous verrons à ce moment-là. Il faut ajouter à cela que de violents combats se sont déroulés ce dimanche dans la montagne, tandis qu'un nouveau cessez-le-feu devait être décrété il y a maintenant environ 3 heures. Un peu plus à l'est, mais toujours dans cette région, c'est également la guerre entre l'Iran et l'Irak qui suscite l'inquiétude, car les chiffres sont chaque jour un peu plus monstrueux. Hier, Bagdad annonçait qu'il y aurait eu 50 000 morts du côté iranien depuis le 22 février. Et aujourd'hui, les Américains annoncent qu'une nouvelle bataille gigantesque se préparerait. Dans cette perspective, Téhéran aurait déjà massé 1,5 million de ses soldats sur le front qui l'oppose à l'Irak. Didier Régnier. Et déjà, les premières victimes iraniennes arrivent à Vienne et à Stockholm. Des soldats qui ont connu un véritable enfer sur la ligne de front et qui ne verront jamais la victoire finale sur l'Irak dont on leur parle tant à Téhéran. Brûlés pour la plupart à 50 degrés, voire à 70 degrés. Les Iraniens ont aussitôt accusé les forces irakiennes d'utiliser des armes chimiques, une hypothèse que n'exclut pas un médecin suédois. Ces combattants ont été atteints aux voies respiratoires et aux yeux. Mais qu'est-ce qui a pu causer de telles blessures? Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je pense qu'il s'agit d'armes chimiques. Pour avancer une telle hypothèse, quels symptômes avez-vous pu remarquer sur les blessés? Nous l'avons vu en examinant leur sang. Par exemple, le nombre des globules blancs est tombé à un niveau très bas. Le deuxième aspect de cette guerre meurtrière qui oppose depuis 3 ans et demi l'Irak à l'Iran, c'est celui de la propagande.
Hier, les journalistes ont été autorisés à se rendre à quelques kilomètres de Bassora pour filmer ce qu'on appelle ici la victoire des forces irakiennes. Le 1393e communiqué du haut commandement de l'armée évoque la destruction d'une trentaine d'embarcations iraniennes, sans oublier les raids efficaces et violents contre les unités ennemies. Mais ce soir, les experts américains annoncent l'imminence d'une nouvelle offensive iranienne. 500 000 soldats seraient répartis sur la frontière entre l'Iran et l'Irak. Il y avait des élections aujourd'hui en Union soviétique où l'on votait pour le nouveau Parlement, c'est-à-dire le Soviet suprême qui désignera le chef de l'État. On attendait le vote du nouveau numéro 1 soviétique, M. Konstantin Tchernenko. Le chef du Kremlin est apparu une nouvelle fois fatigué, tout comme lors de ses dernières apparitions en public. Je vous rappelle que M. Tchernenko est âgé de 72 ans. En politique, ce sont les réactions à la manifestation de Versailles qui dominent le débat. À noter quand même à la charnière du politique et du social les déclarations d'Henri Krasuki sur Radio Monte-Carlo. Le secrétaire général de la CGT a estimé qu'on allait vers les 3 millions de chômeurs en France si on ne renversait pas la vapeur. Une déclaration qui vient en écho de celle de Georges Marchais qui avait affirmé à peu près la même chose hier soir à Clermont-Ferrand. Le 21e salon de l'agriculture vient d'ouvrir ses portes à Paris. On y attend près d'1 million de personnes. C'est d'ailleurs sans doute le plus grand salon français puisqu'il occupe 100 000 mètres carrés et qu'on y verra les représentants de 111 pays. C'est Michel Rocard qui a ouvert officiellement cette exposition. Il en a profité pour confirmer qu'il fallait revoir la production de lait en Europe. Jean-Luc Alméjane et Pierre Baumard ont visité ce matin pour nous ce qui est sans nul doute la plus grande ferme de France. Ce petit veau charolais est né ce matin au salon. Il se prénommera Victoire. Les veaux, ils font la joie des enfants. Les grands, quant à eux, bichonnent leurs bébêtes. Ils vont même jusqu'à leur faire l'arrêt au milieu. Quant à Chinno, ce taureau italien, à coup sûr l'une des vedettes du salon et pour cause, c'est le plus grand et le plus gros. Il pèse plus d'1,5 tonne et mesure 1,90 m au garrot. Son vacher lui prodigue des soins très attentifs. Oui, apparemment nous avons un petit problème d'image sur ce sujet. Nous y reviendrons un peu plus tard, s'il nous reste un petit peu de temps dans ce journal. D'abord, le compte à rebours qui est commencé à Kourou, en Guyane, pour le lancement de la fusée Ariane. Elle devrait décoller cette nuit, un peu avant 2 heures. Un vol décisif avant qu'Ariane ne devienne le véritable concurrent de la navette spatiale américaine. Il faut dire qu'elle a un atout dans ses soutes, les derniers échecs de Challenger il y a quelques semaines. Patrick Esther. L'espace est à vendre. Dans ce vaste hall, les techniciens assemblent l'arme qui va représenter l'Europe dans la bataille commerciale qui s'engage, Ariane. Un programme lancé il y a 11 ans dans l'indifférence générale et qui arrive aujourd'hui à pleine maturité. Fusée de conception classique, Ariane est devenue un engin spatial tout à fait moderne sur le plan technique. Et si l'opinion publique a parfois tendance à la tourner en dérision, les professionnels de l'espace, eux, lui font confiance. Aujourd'hui, son carnet de commandes se monte à 6 milliards de francs. Un succès commercial. Et pour la première fois, c'est une société privée qui va se charger de commercialiser une fusée. Point important qu'il s'agit de souligner aujourd'hui, c'est que nous avons convaincu beaucoup de clients, y compris des clients américains, et que nous allons lancer dans les 18 prochains mois autant de satellites commerciaux que de navettes spatiales. L'évolution des satellites est telle qu'il nous faut en même temps développer et améliorer ce produit, et nous allons doubler sa capacité dans les 4 ans avec la version très puissante Ariane 4. D'ici 1986, Ariane lancera 27 satellites pour le compte de 14 clients aussi différents que le Brésil, les pays arabes ou même les Américains. 27 lancements fermes auxquels il faut déjà ajouter 18 options pour les 2 années suivantes. Pour faire face à la demande, le centre spatial de Kourou, en Guyane, construit un second pas de tir. Dès l'an prochain, Ariane décollera presque 1 fois par mois. Et comme les satellites vont être de plus en plus lourds, les ingénieurs ont déjà développé des fusées beaucoup plus puissantes. Ainsi, au mois de juillet, un nouveau modèle sera utilisé, Ariane 3, avec ces 2 fusées d'appoint que l'on voit ici, accrochées de chaque côté du premier étage. L'an prochain, avec le modèle Ariane 4, l'Europe pourra placer en orbite les plus gros satellites commerciaux imaginés à ce jour. Ce modèle, ce sera la porte ouverte vers un engin capable de placer des hommes en orbite. Cela notamment grâce au projet français Hermès actuellement à l'étude.
Malgré ses 2 premiers échecs, si tout se passe bien la nuit prochaine, Ariane sera finalement promise à un grand avenir. D'autant que sa concurrente directe, la navette spatiale américaine, reste, elle, sur un échec commercial cuisant. Durant le dernier vol, elle a perdu 2 satellites d'un coup. Voilà, et nous revenons maintenant au Salon de l'Agriculture qui vient d'ouvrir ses portes avec, je l'espère, de l'image et du son. Un reportage de Jean-Louis Calmejane et Pierre Boumard. Ce petit veau charolais est né ce matin au salon. Il se prénommera Victoire. Les veaux, ils font la joie des enfants. Les grands, quant à eux, bichonnent leurs bébêtes. Ils vont même jusqu'à leur faire l'arrêt au milieu. Quant à Cino, ce taureau italien, à coup sûr l'une des vedettes du salon et pour cause, c'est le plus grand et le plus gros, il pèse plus d'1,5 tonne et mesure 1,90 m au garrot, son vacher lui prodigue des soins très attentifs. Il va même jusqu'à le talquer. Ces museaux, eux, appartiennent à 2 truies, chinoises, pas très belles, mais cadeau diplomatique de la République populaire de Chine. Le salon de l'agriculture, c'est aussi la grande bouffe. On peut en un seul endroit déguster presque toutes les spécialités gastronomiques de toutes les régions françaises. Ça va de l'andouillette à la choucroute en passant par les huîtres, les foie gras, les fromages et les gâteaux. Et ici, on y apprécie même la viande britannique. Mais le salon de l'agriculture, c'est aussi et surtout, je dirais, l'endroit où l'on boit. Il fait chaud, on y boit beaucoup et de tout. Des vins, bien sûr, mais pas seulement. Tous les alcools y passent, sans oublier la bière et le cidre. Le salon, c'est enfin les machines agricoles, comme cette charrue. Et oui, c'est une charrue, mais elle est rotative, celle-là. Ici, les enfants se mettent à rêver et deviennent agriculteurs d'un jour. Les vrais agriculteurs, eux, rêvent aussi devant ce qu'ils appellent les belles américaines du salon, comme ce tracteur tout électronique de 477 chevaux, qui ne possède pas moins de 12 roues. Quant aux plus téméraires d'entre eux, ils se tâtent pour savoir s'ils vont traiter leur culture avec l'Agriplane, cette ULM agricole. On n'arrête pas le progrès. Isabelle Adjani et Coluche, ce sont les 2 grandes vedettes sacrées hier soir par les Césars. Ils ont été élus par leur père, meilleure comédienne et meilleur comédien français. Mais les jurés ont eu bien du mal, semble-t-il, à se décider sur le meilleur film à couronner. Et pour la première fois, eh bien, il y avait 2 ex-aequo. Le bal d'Ettore Scola et À nos amours de Maurice Pialat. Le bal, le film le plus original de l'année, a valu à son réalisateur, Ettore Scola, le César de la meilleure mise en scène et le prix du meilleur film. Le bal, c'est, scandé par les pas des habitués d'un dancing, l'histoire à la fois ironique et attendrie des Français de 1936 à nos jours. Son César du meilleur film, Scola devra le partager avec Maurice Pialat ex-aequo pour À nos amours, déjà récompensé par le prix Deluxe. C'est l'histoire d'une jeune fille qui cherche l'amour à travers des aventures aussi nombreuses que décevantes. Sandrine Bonner, la jeune actrice du film, 17 ans, ex-apprentie coiffeuse, sans aucune expérience du cinéma, y montre des dons si éclatants qu'elle remporte le prix du meilleur jeune espoir féminin. Mais quand même, je vais pas les foutre à la porte dès qu'ils vont arriver. Écoute, la prochaine fois que tu me fais un coup comme ça, Suzanne, hein, je t'étrangle. Mais ça va pas, non! J'en ai marre que t'écoutes de ma gueule tout le temps comme ça! Tous les soirs, tu me fais chier à la fin! Côté mâle, c'est Ciao Pantin qui a pris le monopole. 3 Césars pour 2 interprètes seulement. Coluche, en ne faisant pas rire, gagne le prix du meilleur acteur. Et Richard Anconina en rafle 2 d'un coup, celui du meilleur second rôle et celui du meilleur jeune espoir. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la drogue? Ça va pas, non? Quoi, c'est un joint? Quoi, un joint? Ça commence par un joint, on sait comment ça finit, hein? Mais ça va pas la tête ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? T'as vu ce que tu t'en fais toute cette vie, toi? T'as vu avec quoi tu te shootes? Tous les jours? Ex-électricien et animateur pour Voyage du 3e âge, Anconina est venu au spectacle à 25 ans sans avoir passé par le conservatoire. Chacun sa merde, mec! Hein? Chacun sa merde! Est-ce qu'il y a des rôles que vous voulez jouer?
Oui, j'aimerais jouer un musicien aveugle. Ça m'intéresserait beaucoup. J'aimerais jouer un homme de loi, soit un avocat ou soit un juge. J'aimerais jouer aussi un prêtre. Si je dis un prêtre parce que j'ai été très impressionné par un film où jouait Montgomery Clift, où il jouait un prêtre. Nous revenons maintenant à l'exploit de Thierry Vigneron qui a établi cet après-midi la meilleure performance en salle de saut à la perche. Il a franchi 5,85 m, cela se passait à Göteborg en Suède lors des championnats d'Europe d'athlétisme en salle. L'histoire de ce record avec Roger Zabel. Après avoir passé successivement 5,40 m, 5,60 m, 5,70 m au premier essai et 5,80 m au deuxième essai, la barre la plus haute jamais franchie est à 5,85 m, premier essai. Thierry Vigneron peut être ravi après avoir battu le record du monde en passant une barre à 5,83 m en plein air. Il établit la meilleure performance en salle et ceci au cours d'une compétition officielle. Seul moyen de vérifier la performance, l'échelle et le décamètre. Un rite auquel Thierry Vigneron est habitué puisqu'au cours de ces 5 dernières années, il a battu 7 records mondiaux, juniors et seniors. À l'âge de 14 ans, Thierry Vigneron sautait 3,70 m. Avec ce bond de 5,85 m, il aura gagné 2,15 m en 10 ans. À 15 ans, il sautait déjà 4,20 m, à 16 ans 4,80 m, à 17 ans 5,10 m, à 20 ans 5,75 m. Une progression régulière mais surtout tout aussi remarquable que ce bond prodigieux. Après l'exploit, toujours plus haut, pour la deuxième fois dans l'histoire du saut à la perche, un athlète va tenter de passer 6 mètres. Sans succès, mais aujourd'hui, cette barre des 6 mètres n'est plus tout à fait un rêve. Un drôle de nom pour une épreuve sacrément épuisante. Il s'agit de la Vassalopette, la plus célèbre sans doute des courses de ski de fond. Elle se court sur 89 km et ça fait du chemin. À l'arrivée aujourd'hui, il y avait le Suédois Hans Persson. Comme tous les dimanches, il y avait un tiercé cet après-midi à Auteuil dans le prix Luther 3, un steeplechase de 4100 mètres. La combinaison gagnante, le 15, le 12 et le 18, ce qui rapporte dans l'ordre, pour 5 francs, 62 665 francs. Et dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 12 533 francs. Un très joli tiercé. La météo maintenant avec Alain Gillot-Pétré. Qui vous propose des nuages made in England, c'est-à-dire des nuages venus du pays de sa très gracieuse majesté, que vous allez voir sur la photo satellite, pas sa très gracieuse majesté. Les nuages, ils étaient en effet sur la Grande-Bretagne, ils vont arriver sur notre pays demain en épargnant tout de même le sud-est, où il fera très beau. C'est du stratocumulus, ça se voit, c'est pas très méchant, il y a des trous, il y a des trous par-ci par-là, ce qui donne du soleil, regardez la carte. Pas beaucoup de soleil le matin, beaucoup de brouillard givrant, de l'Aquitaine au centre et au nord-est, et l'après-midi, donc sur la majeure partie du pays, un temps très nuageux avec des petits trous qui laisseront passer, bien entendu, le soleil. Plus vous irez vers le sud, plus il y en aura, et bien entendu, sur le sud-est, disons du nord des Alpes au Roussillon et à la Corse, là, pas de nuages, que du beau temps. Un peu de bruine possible sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, un peu de brume sur le nord-ouest, c'est tout pour le temps de demain. Côté température, une petite hausse, même le matin, moins 2 en Aquitaine, moins 4 au centre, moins 3 au nord-est, et l'après-midi de 5 à 8 degrés sur la moitié nord, et de 5 à 12 degrés sur la moitié sud, c'est quand même une relative douceur. Demain, lundi 5 mars, nouvelle semaine, et 3 minutes de soleil en plus pour fêter ça, levé à Paris 7h24, couché 18h40, et ce sera la fête de toutes les Olivia. Olivia qui était le prénom d'un très beau cyclone du Pacifique Nord-Est il y a 2 ans. Vous êtes amateur? Oui, j'étais dedans d'ailleurs. Voilà, le temps est venu de refermer ce journal. C'est Jacques Segui qui vous présentera la dernière édition aux alentours de 23 h. Demain, 12h45, vous retrouverez Noël Mamère pour Antenne de Midi. 18h30, c'est la vie Jean-Claude Alanic. Bonsoir, à demain 20 h.